18 septembre 2025, région de Briansk, Russie. Un missile fend le ciel russe à une vitesse impressionnante. C'est bien. Donne-le-nous. En quelques secondes, une caserne militaire à Rechitsa est complètement détruite. Les caméras capturent du tout. Un projectile petit, rapide et presque impossible à suivre. Cela semblait n'être qu'une attaque de plus, mais... Cela a laissé de nombreux spécialistes perplexes. Tout indiquait que l'attaque n'avait pas été menée avec un missile d'attaque MS américain, encore moins avec un Storm Shadow britannique. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que de nombreux spécialistes pensent être ce que les Ukrainiens, ironiquement, appellent le pain rond. Ça semble innocent, non? Ils s'y réfèrent comme à un simple pain fait maison. Mais ce pain rond est devenu le pire cauchemar de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous saurez pourquoi. Voyez-vous, le mot Palianitsia n'a pas été choisi par hasard, c'est une déclaration de guerre psychologique. Ce pain traditionnel ukrainien cache un secret dévastateur. Les Russes ne parviennent tout simplement pas à prononcer ce mot correctement. Les différences entre la langue russe et l'ukrainien font que ce mot est presque comme un piège sonore. Un russe se trahit aussitôt en essayant de dire Palianitsia. C'est comme un mot de passe secret pour révéler les espions. Dis Palianitsia. Pas Palianitsia. Palianitsia. T'es sérieux, putain? Je te demande en espagnol, tu dis Palianitsia, Palianitsia. Si tu prononces mal Palianitsia, encore une fois, tu prends un coup de crosse. Palianitsia, dis-le plus lentement. Palianitsia, Palianitsia. Palianitsia, putain. Pendant des siècles, les Ukrainiens ont utilisé ce mot comme un test pour découvrir qui était un Russe déguisé. Aujourd'hui, elle donne son nom à l'arme qui détruit les rêves de Poutine. Et ce n'est pas seulement pour se moquer des Russes, c'est une stratégie psychologique calculée. Chaque fois que les généraux russes doivent signaler une attaque du Palianitsia, ils ont honte. Ils n'arrivent même pas à prononcer correctement le nom de l'arme qui détruit leurs troupes. Le nom envoie déjà un message clair. C'est 100% ukrainien, fait par des Ukrainiens pour défendre l'Ukraine, en utilisant le savoir-faire ukrainien. Imaginez la scène. Poutine n'arrive même pas à prononcer le nom de l'arme qui démolit ses forces. Mais ce qui rend ce pain de ronde, le rond, vraiment spécial, ce n'est pas son nom. Ce sont ses caractéristiques techniques qui empêchent les généraux russes de dormir. Le Palianitsia n'est pas un drone ordinaire, ni un missile traditionnel, c'est un mélange des deux. Une nouvelle catégorie d'armes qui combine la flexibilité des drones avec la vitesse des missiles. Cette combinaison crée un tout nouveau problème pour les défenses russes. Passons aux chiffres importants. Le Palianitsia mesure 3,5 mètres de long et 1,70 m d'envergure. C'est une taille compacte, mais il peut transporter jusqu'à 100 kg d'explosifs, ce qui est impressionnant. C'est une puissance de feu suffisante pour détruire des dépôts de carburant, des antennes radars ou des centres de commandement. Sa vitesse atteint 900 km/h, ce qui est bien plus rapide que les drones ordinaires. Et la portée? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. 650 à 700 km. Cela signifie qu'environ 20 bases aériennes militaires russes sont à portée. Nous ne parlons pas seulement des régions frontalières, nous parlons de cibles importantes, bien à l'intérieur du territoire russe. Mais la vitesse et la portée ne servent à rien si l'arme est abattue avant d'atteindre la cible. C'est là que les ingénieurs ukrainiens ont montré leur intelligence. Ils ont étudié chaque point faible du système de défense russe et ont créé le Palianitsia pour exploiter ses faiblesses. Maintenant, considérez ceci. Les systèmes de défense aérienne russes ont été conçus avec une idée précise. Intercepter des cibles grandes, hautes et rapides, comme des avions de chasse, des bombardiers et des missiles balistiques.
Le célèbre S-400, considéré comme l'un des meilleurs systèmes de défense au monde, a été conçu pour abattre des menaces volant à haute altitude. Mais ces puissants radars ont des limitations physiques. En raison de la forme ronde de la Terre, cela crée des zones mortes. Lorsque quelque chose vole très bas, les radars ne peuvent pas le détecter. Le Palianitzia vole entre 15 et 500 mètres d'altitude, c'est un vol très bas, presque au ras du sol. Il utilise les montagnes et les vallées pour se cacher, et reste en dessous de la zone où les radars russes peuvent détecter efficacement Palianitzia. La résistance à la guerre électronique est plus intelligente. La Russie mise beaucoup sur des systèmes qui brouillent les signaux Global Positioning System, et c'est l'une des principales défenses contre les drones ukrainiens. Lorsque vous brouillez le Global Positioning System, le drone se perd et n'arrive pas à atteindre sa cible. Pour cette raison, les ingénieurs ukrainiens ont créé une solution élégante. Un système de navigation double. Le Palianitzia utilise la navigation inertielle comme système principal. Sais-tu ce que cela implique ? Cette navigation n'utilise pas de signaux externes. C'est comme une boussole très avancée, qui sait exactement où elle se trouve, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit. C'est impossible à brouiller. Le Global Positioning System n'entre en action que lorsque c'est nécessaire. Ce sont des communications rapides et sporadiques avec les satellites, pour corriger la trajectoire si besoin. Comme un conducteur qui ne regarde la carte que lorsqu'il a des doutes sur le chemin. Cette communication rapide et occasionnelle rend presque impossible pour les systèmes russes de détecter et d'interférer avec le signal. C'est la partie la plus intelligente du projet. Chaque détail du Palianitzia a été conçu pour neutraliser une défense russe spécifique. Il vole à basse altitude pour échapper aux radars longue portée. Il est rapide pour être difficile à intercepter. Il est petit pour être difficile à suivre. Et il possède une navigation impossible à brouiller. Ce n'est pas un missile générique, c'est une clé fabriquée sur mesure pour ouvrir les défenses russes. Mais pourquoi l'Ukraine passe-t-elle autant de temps et d'argent à développer ses propres armes ? La réponse se trouve aux États-Unis. C'est parce que le gouvernement américain a mis en place un processus d'approbation qui tue pratiquement la capacité de l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée sur le territoire russe. Pour chaque tir de missile américain, l'Ukraine doit obtenir l'accord du Pentagone, qui l'accorde rarement. Le processus a commencé au printemps 2025. Depuis, presque aucune demande ukrainienne n'a été acceptée, ce qui soulève des doutes. Deux problèmes graves. Premièrement, l'Ukraine perd son indépendance militaire. Ses décisions de guerre deviennent dépendantes des intérêts politiques américains. Deuxièmement, le temps perdu à attendre l'approbation fait que de nombreuses cibles deviennent invalides. Un avion présent aujourd'hui sur la piste peut disparaître demain. Le risque d'espionnage persiste. Envoyer des plans d'attaque pour approbation bureaucratique accroît fortement le risque que des espions russes découvrent les cibles avant l'attaque. Cela rend tout le processus inutile, et la politique américaine a du sens pour les États-Unis. C'est parce que le président Trump veut négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Il est difficile de se présenter comme un médiateur neutre lorsque des missiles américains explosent des raffineries russes. Mais, pour l'Ukraine, cette politique est inacceptable d'un point de vue militaire. Voici où intervient le pain rond ukrainien. Le Palianitzia résout ce problème de façon définitive. Comme c'est une arme ukrainienne, elle n'a besoin de l'approbation de personne. L'Ukraine identifie une cible, programme un missile et tire, sans bureaucratie, sans retard, sans ingérence politique extérieure. C'est retrouver l'indépendance militaire grâce à la technologie. Mais Palianitzia n'est pas seul. L'Ukraine construit un arsenal complet d'armes à longue portée, chacune conçue pour un type de cible spécifique. Cette variété est une stratégie militaire avisée. Un système de défense conçu pour arrêter un type de menace devient vulnérable à d'autres types. Le FP5 flamand est l'arme la plus lourde de cet arsenal, avec une portée de 3000 km. Cela place pratiquement tout le territoire russe, y compris Moscou et les usines des monts Oural, dans la zone de tir. Sa tête nucléaire, de 1100 kg, est 2,5 fois plus grande que celle du missile américain Tomahawk. C'est une arme d'intimidation stratégique.
Le simple fait de son existence oblige la Russie à reconsidérer toute escalade. Le long Neptune est l'évolution du missile qui a coulé le Moskva, le navire le plus important de la flotte russe en mer Noire. La version originale avait une portée de 300 km et a été conçue pour attaquer des navires. La nouvelle version a une portée de 1000 km et a été entièrement adaptée aux attaques terrestres. Son système de navigation a été remplacé par des capteurs capables d'identifier des cibles spécifiques dans des environnements terrestres complexes. Cette variété crée un problème insoluble pour les défenses russes. Un commandant de la défense aérienne russe doit maintenant se préparer. En même temps, il doit se préparer à faire face à des drones lents, à des missiles drones rapides comme le Palyanitsia, à des missiles de moyenne portée comme le Long Neptune, et à d'énormes missiles stratégiques comme le Flamingo. Chaque type nécessite une détection différente, un suivi différent et une interception différente. Lorsque l'Ukraine coordonne des attaques, en utilisant plusieurs types d'armes en même temps, elle force les Russes, à faire des choix impossibles. Un système S-400 peut être concentré sur le suivi d'un Flamingo qui s'approche, tandis qu'un Palyanitsia passe en dessous. Les systèmes de défense peuvent être en train d'attaquer des drones lents, tandis qu'un Long Neptune atteint sa cible. C'est ce qu'on appelle la saturation des menaces. Cela rend le problème de la défense tellement complexe qu'une erreur devient inévitable, et les résultats commencent déjà à apparaître. La campagne d'attaque de l'Ukraine cause des dommages importants et croissants à la machine de guerre russe. Passons aux chiffres que Poutine ne veut pas que vous connaissiez. Entre 15 et 20% de toute la capacité russe à transformer le pétrole en carburant est hors service. Ce n'est pas un petit dommage. Les attaques ukrainiennes montrent qu'ils comprennent très bien comment fonctionnent les raffineries. Ils visent ainsi spécifiquement des équipements essentiels et très coûteux à remplacer. Avec les sanctions occidentales, il devient encore plus difficile pour la Russie de réparer ces équipements. L'impact économique est une réaction en chaîne. La réduction de la capacité de raffinage oblige la Russie à interdire à plusieurs reprises la vente d'essence et de diesel à d'autres pays. Cela prive d'une source vitale de revenus. En même temps, cela crée une pénurie de carburant à l'intérieur de la Russie, ce qui entraîne une hausse des prix et un mécontentement de la population. Les ventes de diesel russes vers d'autres pays sont tombées à leur plus bas niveau depuis 5 ans. Mais l'impact va au-delà de l'économie. En septembre, les forces spéciales ukrainiennes ont détruit des parties d'un système S-400 dans la région de Kaluga, y compris le lanceur et la station radar. Cela ouvre des brèches dans le réseau de défense aérienne russe, créant des voies plus sûres pour les prochaines attaques. La stratégie ukrainienne force également la Russie à dépenser de l'argent de manière insoutenable. Chaque missile utilisé par le S-400 pour tenter d'abattre une attaque coûte des millions de dollars. Un Palyanitsia vaut entre 50 000 et 100 000 dollars, les drones simples comptent moins cher. C'est essentiellement une guerre d'usure économique. En d'autres termes, l'Ukraine force la Russie à dépenser des ressources limitées, de manière à ce qu'elle ne puisse pas les maintenir. Et le schéma des attaques révèle quelque chose d'encore plus fascinant. Une stratégie très bien coordonnée. Je ne parle pas seulement d'attaques de vengeance. C'est une campagne systématique visant à provoquer un effondrement en cascade des systèmes militaires, économiques et politiques russes. Les attaques contre les raffineries réduisent donc les fonds et créent une pression interne. La destruction des systèmes de défense facilite les attaques futures. Les attaques contre les dépôts de munitions affaiblissent la puissance des opérations russes sur le front. Chaque attaque est planifiée pour créer des problèmes qui se multiplient. Des raffineries détruites signifient moins de carburant pour l'armée. Moins d'argent provenant des exportations signifie moins de ressources pour acheter de l'équipement. Des défenses endommagées signifient plus de vulnérabilité face à de futures attaques. La pression interne signifie que plus de ressources sont détournées de la guerre pour maintenir la stabilité à l'intérieur de la Russie. Voilà l'avenir auquel Poutine fait face. L'Ukraine n'est plus limitée à se défendre. Elle peut attaquer n'importe quelle cible russe qu'elle considère comme militairement importante.
Cette capacité change complètement les règles du conflit, et c'est ici que nous arrivons au point le plus important de cette histoire. Réfléchissez. Désormais, lors des prochaines négociations, l'Ukraine ne se présentera plus comme demandeuse de faveur. Ils arrivent maintenant avec la capacité prouvée d'imposer des coups inacceptables à l'agresseur. La menace réelle d'attaques dévastatrices utilisant des armes comme le Flamingo change toute discussion sur la paix. Poutine ne peut plus considérer cela comme une opération militaire limitée sur un sol étranger. Les conséquences atteignent directement le cœur de la Russie. Plus important encore, cette capacité offre à l'Ukraine la base de ce que sera sa sécurité après cette guerre. Indépendamment des garanties occidentales, l'Ukraine aura ses propres moyens d'intimider la Russie. Toute agression future sera immédiatement répliquée par des attaques qui toucheront le territoire russe. C'est comme un hérisson militaire. Cela rend le coût de toute guerre future trop élevé pour en valoir la peine. Comme vous pouvez le voir, le pain Rondovo, que les Russes n'arrivent pas à prononcer, est devenu le symbole d'une nouvelle réalité mondiale. L'Ukraine n'a pas seulement survécu à l'invasion, elle a développé la capacité de porter la guerre directement à ceux qui l'ont attaquée. Aucun endroit en Russie n'est plus un territoire sûr. Chaque raffinerie, chaque base militaire, chaque dépôt d'armes est à la portée des armes ukrainiennes. Pour Poutine, c'est comme un cauchemar. La guerre, qu'il pensait rapide et limitée, s'est transformée en un affrontement où son propre territoire est constamment attaqué. Le pain rond ukrainien est devenu le symbole d'une Ukraine qui non seulement résiste, mais qui peut aussi riposter. Cela change tout. Je veux connaître votre avis. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans le Palianitsia? Répondez dans les commentaires. Si tu as aimé comprendre comment cette arme est en train de changer le cours de la guerre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune analyse militaire. Et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans ce conflit. À la prochaine vidéo.